Donc, une question récurrente qui revient souvent est qu'est-ce qu'un croiseur de bataille exactement et quels étaient précisément les rôles qu'un croiseur de bataille était censé remplir? Les deux sont en quelque sorte liés, car il existe certaines idées fausses qui circulent à propos des croiseurs de bataille, et il faut aussi reconnaître que différentes nations ont construit des croiseurs de bataille pour des objectifs légèrement différents. Alors, commençons par voir qui a réellement construit ces engins. Eh bien, de façon définitive, les croiseurs de bataille ont été construits soit dans les pays suivants, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Japon. C'est au moins un point d'accord général. Il est possible que des croiseurs de bataille aient également été construits en France ou qu'un croiseur de bataille ait été construit, nous y reviendrons un peu plus tard. Des croiseurs de bataille ont été envisagés et presque construits aux États-Unis. Là encore, nous en parlerons un peu plus tard. Et ils ont été envisagés mais jamais réellement construits en Italie et aux Pays-Bas. Alors, comment définit-on un croiseur de bataille? Eh bien, le terme a en fait une connotation un peu plus ancienne qu'on pourrait le penser. Par exemple, dès 1893, au tout début de l'ère des pré-dreadnoughts, on trouve ceci. Remarque faite par le contre-amiral Samuel Long. Il a dit « En considérant les missions des croiseurs accompagnant les flottes, je me limiterai à celles destinées à servir de navires de veille. » Il a fait remarquer qu'il est possible que des croiseurs de première classe ou des croiseurs de bataille soient rattachés aux flottes. Pour jouer le rôle assigné par Lord Howe à ses cuirassés à grande vitesse, le 28 mai 1794, c'est-à-dire lors du glorieux 1er juin, comme l'a décrit le capitaine Mahan, une escadre rapide harcelant l'arrière de la ligne de bataille française. En fait, il ne semble pas impossible que la puissance offensive et la vitesse soient développées dans les futurs cuirassés au détriment de la protection blindée. Maintenant, il ne décrit pas les croiseurs de bataille comme nous les comprendrions selon n'importe quelle mesure raisonnable aujourd'hui, mais l'idée qu'un croiseur de première classe pourrait aussi être appelé un croiseur de bataille, c'est-à-dire comme un cuirassé était un navire de la ligne de bataille. C'était un croiseur dont on s'attendait à ce qu'il participe d'une manière ou d'une autre à la flotte de bataille, c'est en quelque sorte établi à ce stade. Mais participer à la flotte de bataille ne signifie pas participer à la ligne de bataille, ce à quoi nous reviendrons un peu plus tard. Avançons un peu dans le temps, et vous avez les Japonais qui construisent les classes Tsukuba et Ibuki de croiseurs cuirassés, qui seront plus tard reclassés comme croiseurs de bataille, mais à l'époque, elles étaient simplement considérées comme une évolution du type croiseur cuirassé. Maintenant, d'une certaine manière, on pourrait les considérer comme des versions pré-dreadnought des croiseurs de bataille, dans le sens où la classe Invincible était un croiseur de bataille de l'époque dreadnought, car il reprenait la puissance de feu d'un croiseur cuirassé, doté d'un ou deux gros canons à chaque extrémité. Ensuite, ils ajoutaient de nombreux canons secondaires au centre du navire, tous à l'échelle des canons de cuirassé. Donc, on passait de 8 canons de 9,2 pouces ou 10 pouces à des canons de 12 pouces. Cependant, ce qui les a en partie empêchés de déclencher une révolution. Mis à part le fait que le Dreadnought était déjà en construction pendant une bonne partie de leur période de construction, il y avait aussi le fait que, comparé à d'autres croiseurs cuirassés, leur vitesse n'avait rien d'exceptionnel. Donc, leur seul véritable avantage sur les autres croiseurs cuirassés était un peu plus de puissance de feu. Et il faut garder à l'esprit qu'à cette époque, oui, la plupart des croiseurs cuirassés avaient, comme nous l'avons dit, 8 canons principaux de 8, 8,2, 8,3, 9,2 ou 10 pouces, soit 1, 2 ou 4 d'entre eux. Cependant, les cuirassés pré-dreadnoughts n'étaient pas tous limités à la batterie de 11 ou 12 pouces. Certains cuirassés de seconde classe étaient équipés de canons de 10 pouces. L'Allemagne avait tenté des expériences avec des cuirassés plus petits équipés de canons de 9,4 pouces. Ainsi, bien que l'idée qu'un croiseur cuirassé puisse avoir des canons plus gros que certains cuirassés contemporains, ou du moins des canons de la même taille, soit un peu inhabituelle, ce n'était pas totalement inédit à cette époque. Nous passons donc à ce que la plupart des gens considèrent comme le premier véritable croiseur de bataille, la classe Invincible, mais bien sûr, ils n'étaient pas appelés croiseurs de bataille à cette époque. Ils étaient connus sous le nom de croiseurs cuirassés de type Dreadnought. C'était en quelque sorte une couverture, car Fisher ne voulait pas que tout le monde devine ce qu'il construisait. Il venait bien sûr de construire le Dreadnought.
La principale caractéristique du Dreadnought, en plus d'être plus rapide et bien plus grand que les cuirassés précédents, était son armement composé uniquement de gros canons. Mais la façon dont les gens interprétaient la signification de croiseur cuirassé Dreadnought était de regarder le Dreadnought et de se dire « D'accord, comparé à la plupart des autres cuirassés pré-Dreadnought et en fait aux navires que la Grande-Bretagne avait construits juste avant, le King Edward VII puis le Lord Nelson, le Dreadnought ne représentait aucune augmentation du calibre des canons. Les pré-Dreadnoughts britanniques et le Dreadnought avaient tous des canons de 12 pouces. Ce que représentait le Dreadnought, c'était la suppression de la batterie intermédiaire au profit d'un plus grand nombre de ces canons. Ainsi, la plupart des gens pensaient que le style Dreadnought signifiait un calibre unique et uniforme, dans un calibre de canon qui était déjà typique pour ce type de navire. Ainsi, quand Fisher mentionna le croiseur cuirassé de type Dreadnought, la plupart pensaient au croiseur cuirassé britannique doté de divers canons de 9,2 pouces comme armement principal et réagissaient « Ah d'accord, il construit un navire équipé de canons de 9,2 pouces, ce qui n'était pas déraisonnable vu les 3 dernières classes de croiseurs cuirassés britanniques. Comme nous l'avons dit, avaient utilisé différentes configurations de canons de 9,2 pouces et de canons secondaires de 7,5 pouces pour la plupart. Mais voir cela se traduire par une configuration de type Dreadnought avec plusieurs tourelles jumelées de 9,2 pouces n'aurait pas vraiment surpris beaucoup de monde. Mais il s'avère que Fisher n'avait pas seulement utilisé énormément de puissance de chaudière et l'avait transmise à un ensemble de turbines pour rendre la classe Invincible considérablement plus rapide que les croiseurs cuirassés des autres nations. Il avait aussi décidé que croiseur cuirassé de type Dreadnought signifiait littéralement un croiseur cuirassé doté de l'artillerie du Dreadnought, puisqu'il avait installé 8 canons de 12 pouces dans 4 tourelles jumelées sur ses navires. Certes, cela faisait 2 canons de moins que le Dreadnought, mais grâce à l'utilisation de tourelles en échelon plutôt qu'une paire de tourelles latérales comme sur le Dreadnought, techniquement, du moins à certains angles très spécifiques et restreints, un Invincible pouvait tirer la même bordée, c'est-à-dire 8 canons, tout comme le Dreadnought. D'ailleurs, il avait la même puissance de feu technique vers l'avant. Les tourelles en échelon, comme celle du Dreadnought, pouvaient tirer 6 canons vers l'avant sans risque d'endommager le pont. Mais pour obtenir la vitesse, et dans une certaine mesure, l'armement, même s'il y avait une tourelle en moins, l'Invincible n'avait à peu près que le même schéma de blindage que la génération précédente de croiseurs cuirassés, une ceinture principale de 6 pouces. Alors, à quoi servaient ces choses? Eh bien, au départ, la justification de Fisher était simple. Avec la menace croissante d'une flotte allemande dans les eaux territoriales britanniques ou à proximité, la Grande-Bretagne devait concentrer autant que possible sa marine moderne en un seul endroit, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, afin de pouvoir contrer la flotte allemande. Fini le temps où la Royal Navy était massive, mais répartie pour la plupart à travers le monde. Mais le problème résidait dans la guerre de course et la protection du commerce. Vous voyez, beaucoup de nations avaient des croiseurs, mais si la Grande-Bretagne allait concentrer tous ses cuirassés au même endroit, alors elle devait aussi y concentrer un grand nombre de croiseurs, à la fois des types cuirassés et protégés. Pour fournir un écran de flotte pour la reconnaissance, un écran de flotte pour contrer la reconnaissance ennemie et finalement aussi pour empêcher l'ennemi de les attaquer avec des torpilleurs ou des destroyers, car les croiseurs, surtout les plus petits, étaient assez efficaces pour éliminer de tels navires. Cela réduirait le nombre de croiseurs que la Royal Navy pourrait avoir en poste pour la protection du commerce. Et c'était un problème, car il n'y avait désormais plus assez de croiseurs pour envisager un système de convoi qui était l'une des options, ce qui rappellerait l'époque de l'âge de la voile. Mais aussi, si vous envoyiez les croiseurs les plus performants à la grande flotte, comme elle allait le devenir, alors les croiseurs restants n'étaient pas seulement réduits en nombre, mais aussi en capacité, ce qui signifiait qu'un ou deux, voire plusieurs croiseurs ennemis très performants pouvaient, en théorie, non seulement tourner en rond autour des croiseurs britanniques, chargés de la protection du commerce, mais aussi potentiellement les détruire et semer le chaos dans le commerce. Donc, la justification initiale du croiseur cuirassé Dreadnought était que tous ces autres croiseurs plus petits pouvaient être rassemblés dans la grande flotte.
Et le déploiement de ces croiseurs cuirassés Dreadnought pour la protection du commerce permettrait une extermination très rapide des raiders ennemis, car, contrairement aux autres croiseurs, qui égaleraient à peu près les croiseurs ennemis en vitesse. Et donc, ils devaient adopter un rôle quelque peu passif, parce qu'ils devaient être là où se trouvait le commerce et que l'ennemi pouvait apparaître quand il le voulait. Ces navires plus grands et plus rapides, avec leur avantage de vitesse, pouvaient traquer les navires ennemis, les détruire de manière proactive et garder la voie maritime sûre pour le commerce britannique en cours. Leur blindage équivalent à celui des autres croiseurs cuirassés importait peu, équipés d'un contrôle de tir centralisé et de canons de 305 mm, ils pouvaient rester hors de portée ennemie et bombarder avec des obus lourds. Et les navires ennemis ne pourraient tout simplement pas riposter, ou s'ils avaient des canons capables d'atteindre une telle distance, la pénétration du blindage à cette portée serait si faible que même la ceinture de 152 mm les protégerait. Il ne s'agissait pas seulement des croiseurs ennemis, mais aussi des navires de guerre classiques. L'Allemagne était également entrée dans la course à l'armement civil en ce qui concerne les paquebots transatlantiques, construisant un certain nombre de modèles très performants et rapides. Mais l'une des principales préoccupations de la Royal Navy était la possibilité que ces navires soient équipés de canons et ensuite utilisés comme croiseurs auxiliaires ou corsaires marchands armés. Tout dépendait de votre degré de générosité, car ces navires disposeraient de nombreuses provisions et d'une grande vitesse. Ils auraient une vitesse supérieure à presque tous les croiseurs britanniques, sauf les croiseurs cuirassés type Dreadnought. Et encore une fois, grâce à leur taille imposante, ils auraient une puissance de feu suffisante pour traquer et détruire de nombreux navires marchands. Mais les Invincibles étaient une solution très grande et très coûteuse à un problème qui pouvait ou non se produire en temps de guerre. Honnêtement, seules quelques nations étaient concernées, surtout l'Allemagne, qui pouvait réellement rassembler une force significative, capable de menacer même la marge relativement réduite des croiseurs protégés et cuirassés de la Royal Navy, encore présents sur les stations étrangères. Et donc, alors que le croiseur cuirassé de type Dreadnought aurait ce rôle principal au début d'une guerre, du moins en ce qui concerne les justifications avancées. À la fin des années 1900, on leur a également attribué un rôle secondaire. Et cela se faisait avec la flotte de bataille, bien qu'il ne fasse pas partie de la ligne de bataille. Et cela simplement parce qu'il n'y avait qu'un nombre limité de croiseurs et de croiseurs marchands armés qu'un adversaire potentiel pouvait mettre à l'eau. Une fois que ceux-ci avaient été détruits ou forcés à l'internement, que comptiez-vous faire de vos gros presse-papiers coûteux? Eh bien, la conclusion logique suivante était de les ramener à la grande flotte, car si les Invincibles étaient efficaces pour exterminer les croiseurs ennemis outre-mer, ils seraient tout aussi efficaces pour exterminer les croiseurs ennemis en tant qu'éléments de l'écran de la flotte. Et s'ils devaient faire cela, cela signifierait que, ainsi que les autres croiseurs protégés et cuirassés de l'écran de la flotte britannique, auraient un avantage total en matière de reconnaissance sur la flotte de bataille ennemie. Bien sûr, à condition qu'un bon officier des transmissions soit à bord du croiseur de tête et que l'amiral des croiseurs sache ce qu'il fait. Mais à l'époque, cela était considéré comme acquis, ce qui a causé beaucoup de chagrin à de nombreuses personnes par la suite, mais ensuite, vous seriez confronté à un autre problème. Bien sûr, les Invincibles ont détruit tous les navires de croisière ennemis qui étaient partis faire de la course au commerce à l'étranger. Et maintenant, en tête de l'écran de la flotte, ils ont ouvert une brèche massive dans l'écran de la flotte ennemie et ils vous fournissent toutes les informations que vous pourriez souhaiter sur ce que fait la flotte ennemie. Mais maintenant, que font-ils? Prennent-ils le rôle que les autres croiseurs rempliraient généralement ou que les frégates jouaient à l'époque de la voile, c'est-à-dire essentiellement rester en retrait et laisser la ligne de bataille s'affronter en aidant éventuellement les autres croiseurs à repousser les attaques de torpilleurs? Avec uniquement des canons de 9,2 pouces et un peu plus de blindage pour réduire la distance avec les croiseurs cuirassés ennemis, cela aurait pu être la solution. Cependant, ils n'avaient pas été équipés de canons de 9,2 pouces, mais de canons de 12 pouces, et dans une sorte de prophétie autoréalisatrice, les gens les regardaient et se disaient, encore une fois, grands et coûteux, ils devraient pouvoir faire quelque chose avec la ligne de bataille. Et c'est là que très souvent les gens se trompent, parce qu'ils vont dire « D'accord, oui, bien sûr, les Invincibles sont censés éliminer les croiseurs ennemis en haute mer. Ils doivent d'abord éliminer les croiseurs ennemis en reconnaissance, puis rejoindre la ligne de bataille. » Or, avec seulement 6 pouces de blindage, cela ne pouvait que mal finir.
Et, eh bien, oui, je serais d'accord si vous mettiez un navire avec un blindage de 6 pouces dans la ligne de bataille d'une flotte de l'époque des Dreadnoughts, ça finirait très mal, et tout le monde le verrait, c'est pourquoi ce n'était pas leur rôle. À ce stade, je vais lire un extrait de Sir Reginald Bacon, qui était l'assistant de l'amiral Fisher et qui, plus tard, a poursuivi sa propre carrière à des postes assez élevés dans la Royal Navy. Donc, il était présent lorsque le croiseur de bataille a été conçu. Et ce qu'il dit, et je vais citer, est cohérent avec ce que Fisher disait à l'époque. C'est juste que, eh bien, Bacon l'a exprimé d'une manière un peu plus concise et sans le style emphatique et exubérant de Fisher. Donc, il a dit à propos des 25 nœuds, cela lui donnait une certaine marge sur les paquebots transatlantiques allemands qui, comme nous l'avons mentionné, suscitaient des inquiétudes quant à leur utilisation comme croiseurs auxiliaires armés. Jusqu'ici, nous avions fortement subventionné certains de nos paquebots pour concurrencer ceux de l'Allemagne, comme cela se produirait effectivement lors de la bataille entre le Cap Trafalgar et la Carmania. Et ce, malgré le fait qu'ils n'avaient jamais été conçus pour combattre et étaient totalement inaptes à le faire. En effet, l'une des petites anecdotes intéressantes concernant le Titanic est qu'il possédait techniquement des points d'ancrage solides pour installer des canons, tout comme ses navires jumeaux, l'Olympique et le Britannique. Pour revenir à Bacon, la discussion sur l'armement de l'Invincible, 9,2 pouces contre 12 pouces, a duré des semaines. Mais finalement, le canon de 12 pouces l'a emporté grâce à un argument imparable. Les navires de la taille et du tonnage nécessaires pour construire un Invincible, il y a encore cet argument de coût, encore une fois, devrait avoir une utilité supplémentaire en étant capable de former un escadron léger et rapide pour compléter les cuirassés en action. C'est donc un usage secondaire, pas principal. Beaucoup se sont arrêtés de lire là, pensant compléter les cuirassés en action. Je ne sais pas. Continuez. Pour inquiéter les navires à l'avant ou à l'arrière de la ligne ennemie, ils n'ont jamais été conçus pour affronter seuls des cuirassés, mais ils étaient destinés à aider lors d'une action générale en engageant certains navires ennemis qui combattaient déjà nos cuirassés. Et cela avait beaucoup de sens, car, après tout, les croiseurs cuirassés avaient déjà été utilisés dans la ligne de bataille lors de divers engagements navals auparavant, comme à la bataille de Tsushima par les Japonais. Il était admis qu'un croiseur cuirassé n'avait ni la puissance de feu ni le blindage pour affronter un cuirassé en combat direct. Et les Marines qui utilisèrent des croiseurs cuirassés au combat le faisaient soit parce qu'elles manquaient physiquement de cuirassés pour affronter l'ennemi en face à face ou en un contre un. Ce qui fut le cas des Japonais à Tsushima, ayant perdu 2 de leurs cuirassés à cause de mines plus tôt dans la guerre russo-japonaise. Ou lorsque les effectifs étaient équilibrés ou qu'il y avait une supériorité, les croiseurs cuirassés avaient agi, comme l'a décrit Bacon, pour inquiéter, harceler, tirer sur les navires à l'avant ou à l'arrière de la ligne ennemie. Et pour la Grande-Bretagne, qui possédait le plus grand nombre de cuirassés, il n'avait absolument aucun sens de placer les croiseurs de bataille dans la ligne de bataille, car à quoi pouvaient-ils servir là-bas? Les cuirassés britanniques étaient déjà bien plus nombreux qu'il n'en fallait pour affronter les cuirassés ennemis dans un affrontement direct, et ils étaient bien mieux placés pour le faire. Mais utiliser les croiseurs de bataille comme une escadre rapide, avec leurs canons de 12 pouces capables de réellement menacer et endommager les cuirassés ennemis, avait beaucoup de sens. Vous enfermez la flotte ennemie avec la flotte britannique. Théoriquement, la flotte britannique devrait gagner, car même si tous les autres facteurs étaient égaux, les Britanniques ont plus de cuirassés. Mais ensuite, avec votre escadre rapide, vous les interceptez soit à l'avant de la ligne. Ici, c'est ce qu'on appelle croiser le T, comme à l'époque de la marine à voile. Et vous amenez alors les canons de 12 pouces de plusieurs navires à tirer sur les cuirassés ennemis de tête, en espérant les démolir, potentiellement les couler, au moins les mettre hors de combat, et forcer le reste de la ligne ennemie à se disperser. Cela confère un avantage considérable au reste de votre ligne de bataille, avançant régulièrement. Et ils peuvent continuer à démolir la flotte ennemie, et tous les navires qui parviennent à dépasser les premiers navires endommagés à l'avant peuvent être à leur tour détruits par les croiseurs de bataille, qui ont aussi la capacité de se replier dans presque n'importe quelle direction s'ils le souhaitent, au cas où l'ennemi déciderait d'essayer de les engager. De même, si les croiseurs de bataille, grâce à leur positionnement avant la bataille, se retrouvent à l'arrière de la ligne, ils peuvent démolir les navires qui sont à nouveau engagés avec la ligne de bataille britannique et qui donc ne tirent pas sur les croiseurs de bataille. Et encore une fois, c'est comme une journée de tir gratuite, vous pouvez endommager les navires à la poupe.
Ils battent en retraite, ils se font démolir par un mélange de cuirassés, de croiseurs de bataille, de torpilleurs, de destroyers, et ainsi de suite. Les navires arrière de la ligne britannique peuvent désormais concentrer leur feu sur les prochains ennemis de la ligne. On obtient un résultat similaire à celui des croiseurs de bataille contournant l'avant, mais avec moins de perturbations dans la ligne ennemie, même s'ils sont progressivement anéantis. Maintenant, entre la création des croiseurs de bataille et leur utilisation et le déclenchement de la Première Guerre mondiale, deux événements majeurs se sont produits pour la Royal Navy. Premièrement, en 1911, l'Amirauté a décrété que tous les croiseurs du type Invincible et des types ultérieurs devaient désormais être désignés et classés comme croiseurs de bataille, avec un espace, donc croiseurs de bataille, afin de les distinguer des croiseurs cuirassés des périodes antérieures. C'est donc à ce moment-là que le terme est officiellement utilisé pour la première fois. L'autre grand changement qui s'est produit, c'est que la Royal Navy n'était plus la seule marine à posséder des croiseurs de bataille. Les Allemands avaient également commencé à en construire. Et donc, en 1913, le commandant de la Home Fleet de l'époque, qui allait devenir la Grand Fleet, Sir George Callaghan, a indiqué que, du moins lorsqu'ils opéraient avec la Grand Fleet, la fonction principale des croiseurs de bataille devait être d'engager les croiseurs de bataille ennemis. Il existe de nombreuses raisons, la principale étant que, grâce à leur puissance et vitesse, les croiseurs de bataille peuvent forcer les navires inférieurs à céder le passage s'ils ne sont pas dans la ligne de bataille. Ainsi, si les croiseurs de bataille ennemis ne sont pas contenus, ils peuvent infliger librement des dégâts aux navires plus faibles. Et ils sont capables d'occuper des positions à partir desquelles ils peuvent concentrer leur feu sur la ligne de bataille, couvrir l'attaque des croiseurs légers et des torpilleurs, etc., etc. Si l'ennemi n'a pas de croiseurs de bataille avec sa flotte, la fonction de nos croiseurs de bataille doit être tout aussi précise. Ils peuvent servir de division rapide de la flotte de bataille, où l'amiral peut recevoir une certaine liberté pour attaquer l'ennemi comme il le juge préférable. Encore une fois, les croiseurs de bataille ne doivent pas être dans la ligne de bataille. Il précise que, grâce à leur puissance et leur vitesse, les croiseurs de bataille peuvent forcer les navires inférieurs à céder le passage hors de la ligne de bataille, mais il ne suggère pas qu'ils doivent y être. Il fait simplement remarquer qu'en dehors de la ligne de bataille, où bien sûr ils affronteraient des cuirassés, le croiseur de bataille est supérieur à tout ce qu'ils pourraient rencontrer, à l'exception éventuelle des croiseurs de bataille ennemis. Et vous pouvez appuyer cela en regardant un peu plus loin, presque à la ligne suivante, lorsqu'il parle du fait que les croiseurs de bataille ennemis vont attaquer des navires plus faibles, donc des croiseurs, des torpilleurs, etc. Ils peuvent se concentrer sur ou en enfilade de la ligne de bataille, ce qui revient à ce que l'amiral Bacon disait sur l'attaque de l'avant ou de l'arrière de la ligne ennemie. Et encore, à la fin, il dit que s'il n'y a pas de croiseurs de bataille avec la flotte, ou si les croiseurs de bataille ennemis ont été détruits, alors les croiseurs de bataille doivent agir comme une division rapide, comme l'a décrit l'amiral Bacon. Donc, même à ce stade, lorsque les croiseurs de bataille sont maintenant opposés à leurs homologues, il n'est toujours pas question que les croiseurs de bataille soient placés dans la ligne de bataille. Ils servent d'éclaireurs, notamment pour contrer l'usage ennemi des croiseurs de bataille comme éclaireurs. Ensuite, si ce ne sont pas des croiseurs de bataille ou qu'ils ont été détruits, les deux lignes de bataille s'affrontent. Puis, nous attaquons l'avant ou l'arrière de l'ennemi par un tir d'enfilade en espérant qu'il ne riposte pas. Cela se confirme l'année suivante, en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale, lorsque Callan écrit à nouveau « Les manœuvres navales de 1913 ont été productives à deux occasions, permettant à une escadre de croiseurs de bataille de garder le contact avec une puissante force de cuirassés ennemis, dans des conditions de visibilité variables pendant la journée, ce qui parfois les obligeait à s'approcher à portée de canon. Cela pouvait être souhaitable ou non selon les circonstances et la composition de la force ennemie, mais si l'ennemi est en supériorité numérique, des dommages ou la mise hors service des croiseurs de bataille pourraient en résulter sans aucun avantage compensatoire. La leçon à en tirer est que les croiseurs de bataille devraient être associés à des croiseurs légers qui serviront d'éclaireurs, tandis qu'ils assurent le soutien. Cela permet aux croiseurs légers de tenir face à tous les navires, sauf ceux ayant une puissance égale ou supérieure à celle des croiseurs de bataille qui les appuient. Donc à ce stade, après avoir effectué des exercices où, parfois, les croiseurs de bataille entraient en contact avec des cuirassés, il s'est avéré que cela ne se terminait pas bien.
Et donc, Callahan dit qu'en réalité, même si les croiseurs de bataille font partie de l'écran de la flotte, ils devraient soutenir les croiseurs légers, et ce sont les croiseurs légers qui feront réellement la reconnaissance de la flotte de bataille ennemie. Et les croiseurs de bataille sont la force sur laquelle ces croiseurs légers peuvent se replier, sauf lorsque des forces similaires ou supérieures sont engagées, c'est-à-dire, par exemple, les croiseurs de bataille ennemis. Voilà donc la doctrine britannique concernant les croiseurs de bataille jusqu'à et au début de la Première Guerre mondiale. Alors, est-ce que c'est la doctrine définitive sur les croiseurs de bataille qui, en théorie, dicterait aussi leur construction? Eh bien non, parce que, tout comme les croiseurs cuirassés variaient en taille, en armement et en capacité selon la nation qui les construisait et le rôle qu'on voulait leur attribuer, les croiseurs de bataille différaient aussi en taille, en armement et en capacité, selon la nation qui les construisait et le rôle souhaité. Examinons donc les deux autres nations ayant réellement construit des croiseurs de bataille et jetons un rapide coup d'œil à leur doctrine. Les Allemands, bien sûr, répondaient en partie à la construction par les Britanniques de la classe Invincible avec leurs propres navires, en commençant par Von der Tann. Fait intéressant, Von der Tann avait été initialement conçu comme un croiseur de bataille de style très britannique, avec une vitesse très élevée, un blindage relativement faible et, dans le cas des Allemands, des canons de 280 mm. Cependant, cela a changé lorsque l'Allemagne s'est rendu compte que si la Grande-Bretagne construisait des cuirassés dreadnoughts et des croiseurs de bataille, n'oublions pas que c'était aussi le début de la campagne, nous en voulons 8 et nous n'attendrons pas. Que la flotte allemande de haute mer aurait peu de chances de pouvoir égaler la production de cuirassés des Britanniques. Ainsi, en cas d'affrontement entre les lignes de bataille, la flotte allemande serait en infériorité numérique face aux Britanniques, comme à l'époque des pré-dreadnoughts. C'était bien sûr un problème, car généralement, celui qui avait le plus de cuirassés remportait le combat, toutes choses étant égales par ailleurs. Alors, que faire? Les Allemands avaient besoin de quelque chose qui puisse répondre aux croiseurs de bataille britanniques, car il n'y en avait pas de bons. Allouer les ressources détournées par les Britanniques pour les croiseurs de bataille à la construction de davantage de cuirassés. Si cela signifiait que vous réduisiez quelque peu l'infériorité numérique avec les Britanniques savaient exactement où vous étiez, grâce à leurs croiseurs de bataille. En ouvrant une brèche dans votre ligne de reconnaissance, ils pouvaient alors positionner la grande flotte de manière à s'avantager eux-mêmes et à vous désavantager complètement. Donc, vous deviez construire vos croiseurs de bataille. Mais en supposant que vous remportiez l'engagement des croiseurs de bataille, ce que les Allemands espéraient évidemment, vous aviez encore le problème que, même en supposant que vous aviez l'avantage du repérage, vous aviez toujours l'infériorité numérique. Alors ils ont décidé que leurs croiseurs de bataille allaient devoir être construits avec une protection blindée nettement supérieure. Et si cela nécessite de sacrifier un peu de vitesse et un peu de puissance de feu par rapport aux navires britanniques, alors soit. Parce qu'avec ce petit supplément de protection, les Allemands pensaient qu'ils pourraient mettre leurs navires dans la ligne de bataille, essentiellement pour compléter les effectifs, en ajoutant globalement une escadre ou une escadre de bataille supplémentaire à leur ligne. Maintenant, s'attendaient-ils à ce que leurs croiseurs de bataille tiennent tête aux cuirassés ennemis? Non, pas vraiment. Comparés aux cuirassés britanniques, les croiseurs de bataille allemands seraient nettement inférieurs en puissance de feu. Oui, ils seraient plus rapides, mais cet avantage serait annulé car ils devraient rester avec les autres cuirassés allemands. Et donc, le blindage était essentiellement là pour s'assurer qu'il durerait assez longtemps pour faire une différence, idéalement assez longtemps pour que les cuirassés allemands puissent finir leurs adversaires britanniques et aider les croiseurs de bataille. Et bien sûr, tant qu'ils n'ont pas de dégâts à leur machinerie, les croiseurs de bataille pourraient se désengager si nécessaire. Il n'y avait pas vraiment d'idée d'utiliser les croiseurs de bataille allemands pour attaquer le commerce outre-mer ou pour détruire les croiseurs de commerce ennemis. Ils ont donc été conçus, construits et employés presque exclusivement dans un rôle de flotte de bataille, d'abord comme éclaireurs contre les croiseurs de bataille ennemis, contre la flotte de bataille ennemie, puis comme partie intégrante de la ligne de bataille. Cela explique de nombreuses différences de conception entre les croiseurs de bataille britanniques et allemands. Fait intéressant, lors d'affrontements directs entre croiseurs de bataille, les deux choix de conception tendaient à s'annuler, toutes choses égales par ailleurs. Parce que les Britanniques avaient des canons de plus longue portée sur un croiseur de bataille construit pour une année donnée, qui pouvaient tirer plus loin, frapper plus fort, et donc annuler l'avantage de blindage des Allemands.
Les Allemands, tirant sur des navires moins blindés avec des canons plus petits, devaient s'approcher davantage pour causer des dégâts. Bien sûr, dans la réalité, cela ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Grâce au fait que, BT a d'abord saboté l'artillerie de la flotte de croiseurs de bataille, ce qui a permis aux Allemands de s'approcher à une distance où ils pouvaient commencer à blesser les Britanniques, et les Britanniques pouvaient évidemment leur faire du mal. Mais aussi, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, les obus britanniques ont terriblement mal fonctionné. Mais le mauvais fonctionnement des obus britanniques n'était pas quelque chose qui pouvait être pris en compte dans la conception des navires allemands ou britanniques. Et une partie de la raison pour laquelle vous voyez les Britanniques passer d'un blindage de 6 pouces sur les Invincibles et les Indefatigables à un blindage de 9 pouces sur les Lions, puis sur la Queen Mary et la Tiger, c'est parce que, maintenant, il existait des croiseurs de bataille allemands. Ils utilisaient un blindage censé les protéger des tirs de croiseurs de bataille allemands à moyenne et longue portée. Et en effet, cela fonctionnait réellement lorsque d'autres problèmes n'entraînaient pas l'explosion des cuirassés britanniques. Le HMS Tiger en est presque l'exemple parfait puisqu'il a encaissé de nombreux tirs d'obus allemands de 280 et 305 mm et là où ils ont frappé son blindage de 9 pouces, ce blindage de 9 pouces l'a effectivement protégé. Cela s'est aussi produit dans une moindre mesure avec le Lion et le Princess Royal. On comprend ainsi des raisons logiques aux différences de conception entre navires britanniques et allemands. Les navires britanniques ne sont pas faits pour rester dans la ligne de bataille, même s'ils ont un rôle dans la flotte. Mais lorsqu'il s'agit d'affronter des navires d'une puissance de feu égale ou supérieure, ils sont des harceleurs, pas des combattants directs. Alors que les Allemands, dès le départ, envisagent que ces navires auront un rôle direct dans la ligne de bataille. Il n'est donc pas surprenant qu'ils les blindent davantage. Le cas intéressant qui fait exception, c'est le Japon, car après avoir construit les Tsukuba et Ibuki, ils commandent ensuite le Congo dans des chantiers navals britanniques et construisent ces navires jumeaux au Japon. Les Japonais, bien sûr, ont une flotte de bataille encore plus petite que celle des Allemands et ils fondent leur flotte. C'est similaire à la logique utilisée lors de la construction de leur flotte avant la guerre russo-japonaise. Avant, il s'agissait de cuirassés et de croiseurs cuirassés, maintenant de cuirassés et de croiseurs de bataille. Des croiseurs pour former une seule flotte combinée. Donc, les Japonais considèrent leurs croiseurs de bataille, peut-être même encore plus, comme des unités de la flotte de bataille que ne le faisaient les Allemands. Mais il est intéressant de noter qu'après avoir décidé que ce serait le rôle des Congo, du moins au départ, ils ont opté pour un style de navire très britannique. Ils offrent une protection un peu moindre que les navires britanniques de 13,5 pouces, mais une puissance de feu supérieure grâce à leurs canons de 14 pouces. Donc, ils adoptent une doctrine de croiseurs de bataille très allemande, mais avec une conception de croiseurs de bataille très britannique. Comme je l'ai dit, cette doctrine continue d'évoluer. Au fur et à mesure que la Première Guerre mondiale progresse, on voit la classe Renown ressembler au départ à un retour très lourdement armé du type Invincible avec un blindage de 6 pouces mais des canons de 15 pouces. Mais très rapidement, dès leur entrée en service, tout le monde les regarde et dit « Non, 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 c'est une idée terrible ». La bataille du Jutland soutient ceux qui pensent que c'est une très mauvaise idée. Et ils sont très rapidement réblindés avec un blindage de 9 pouces, ce qui, comme nous l'avons vu, était au moins suffisant pour résister aux tirs de canon de 11 et 12 pouces à longue distance. Cependant, vous avez aussi le problème potentiel des futurs croiseurs de bataille allemands. Historiquement, ces navires devaient avoir des canons de 13,8 puis 15 pouces, mais les renseignements britanniques pensaient que les Allemands adopteraient directement les canons de 15 pouces, et donc ils ont conçu le Hood de la classe Admiral. Au départ, un peu comme les Renown, ils étaient prévus avec un blindage plus fin que leurs prédécesseurs, bien que pas aussi fin que celui des Renown. Mais les leçons de Jutland ainsi que les préoccupations persistantes concernant des croiseurs de bataille allemands plus grands et mieux armés ont conduit à une refonte. J'ai d'ailleurs couvert cela en détail dans une vidéo séparée. Cela a permis à Hood d'être équipé d'un blindage incliné de 12 pouces, ce qui lui a donné un blindage de ceinture. Du moins, le niveau théorique de protection d'un véritable cuirassé britannique des classes Queen Elizabeth ou Revenge. Plus des canons de 15 pouces pour infliger la mort et la destruction, et une très grande vitesse pour s'assurer que personne ne puisse lui échapper.
Et cela montre un changement assez intéressant dans la doctrine britannique, car la classe admirale restante, qui était provisoirement appelée classe Anson dans les documents de conception britanniques, est en fait allée encore plus loin. Bien qu'il n'ait pas augmenté l'épaisseur de la ceinture de blindage qui avait été installée sur le hood, d'autres éléments de son schéma de blindage réparti ont été radicalement renforcés. Alors que, par exemple, le hood avait une bande de blindage de 7 pouces au-dessus de sa ceinture de 12 pouces sur les ensonnes, cela allait être une bande de 10 pouces. Désormais, les croiseurs de bataille britanniques étaient, selon la plupart des critères, des cuirassés rapides avec une protection blindée équivalente. Ils avaient le même type de puissance de feu qu'un cuirassé. Ils étaient simplement beaucoup plus rapides et, par conséquent, beaucoup plus chers. On observe cela même après la Première Guerre mondiale, lorsque les Britanniques conçoivent encore des croiseurs de bataille dans ce que j'appelle la série Alphabet entre les conceptions du Hood. Et puis des navires comme les K2 et K3 les J, les 1 les H, et finalement on termine avec les G, spécifiquement les G3. Parce que même s'il existe aussi des conceptions de cuirassés des séries L, M et N, une fois qu'ils se stabilisent en paires correspondantes, alors qu'ils envisagent au départ essentiellement le hood, mais avec 3 tourelles triples de 15 pouces, ils comprennent très vite qu'ils veulent que, quel que soit le calibre du canon de leur nouveau cuirassé, ce soit le même sur les croiseurs de bataille. Les croiseurs de bataille auront essentiellement la même puissance de feu que les cuirassés. Ils vont avoir un blindage presque identique, ou le même blindage, selon l'option de conception que vous examinez. Ils vont simplement, comme le Hood, être plus rapides, ce qui nécessite des navires plus grands, plus rapides et plus coûteux. Et les Britanniques essaient tout ce qu'ils peuvent pour conserver ce ratio d'armement. Diverses conceptions sont proposées avec différents nombres de canons de 18 pouces, mais lorsqu'ils sont principalement contraints par les limites de leur propre chantier naval en tant qu'infrastructure, ils doivent accepter que si l'on veut un navire fortement blindé et rapide, on ne peut tout simplement pas l'équiper de canons de 18 pouces sans dépasser la taille des cales. Par conséquent, il va falloir réduire un peu l'armement, car ils ne vont pas sacrifier la protection, ils ne vont pas sacrifier la vitesse. On finit par passer de canons de 18 pouces à des canons de 16,5 pouces, puis finalement à des canons de 16 pouces. Et quand je dis qu'ils ne réduisent pas la protection, le croiseur de bataille G3 tel qu'il est finalement conçu possède 12 pouces de blindage incliné au-dessus des espaces machines, ce qui, comme pour le Hood, équivaut à un blindage de cuirassé contemporain de 13 ou 13,5 pouces sur les Queen Elizabeth, les Revenge et les différents standards américains. Ce blindage est principalement vertical, mais il y a aussi du blindage de 14 pouces au-dessus des soutes à munitions, également inclinées, ce qui donnerait en fait au G3 au niveau des soutes une protection blindée supérieure à celle de tout cuirassé en cours de conception ou de construction dans n'importe quelle autre marine à cette époque. En fait, les seuls navires qui auraient une meilleure protection qu'eux seraient les N3, qui seraient leurs équivalents cuirassés. Beaucoup plus lents, et du fait de leur lenteur, donc aussi plus petits, ils pourraient également embarquer des canons de 18 pouces, et en fait, ce blindage incliné de 14 pouces sur les G3 serait inégalé par tout autre navire de ligne construit à n'importe quelle époque de l'histoire, à l'exception des Yamato, qui étaient nettement plus grands. Oui, le King George V avait techniquement un blindage légèrement plus épais au niveau de ses soutes à munitions, mais, sauf tout à l'arrière et tout à l'avant, il n'était pas incliné. En réalité, à moyenne et longue portée, la protection du G3 aurait été meilleure. On peut donc voir que la doctrine des croiseurs de bataille britanniques a en fait beaucoup évolué entre les Invincibles et les G3. Les Britanniques ont maintenant mis beaucoup plus l'accent sur la protection, acceptant même de sacrifier un peu de vitesse. Le principal sacrifice a concerné la puissance de feu, qui était auparavant largement privilégiée. Les Japonais, en revanche, étaient allés jusqu'au bout du terrier. Ils avaient commencé avec les Kongo, parce que leurs successeurs proposés, les croiseurs de bataille de la classe Amagi, misaient vraiment tout sur la puissance de feu, avec pas moins de 10 canons de 16,1 pouces, donc 2 de plus que les Lexington proposés aux États-Unis, un de plus que les J3, et, eh bien, oui, un blindage de 9,8 pouces. Cela aurait probablement très mal fini.
Les Allemands, évidemment, n'avaient plus conçu de croiseurs de bataille depuis qu'ils avaient perdu la Première Guerre mondiale. Mais il est intéressant de noter que les Mackinson, tout en restant assez bien protégés, commençaient en fait à se rapprocher davantage de l'ancien style britannique, car ils utilisaient le même schéma de blindage que les Derfflinger, qui restaient efficaces, mais ils avaient choisi plus de vitesse et de puissance de feu au lieu d'augmenter le blindage. Et même les Ersatz York sont restés avec le même niveau de blindage que l'on pouvait trouver sur les Mackinson et les Derfflinger. La même vitesse, à peu près, que les Mackinson, peut-être une fraction plus lente, selon la source, et ils avaient simplement opté pour encore plus de puissance de feu. Il est donc très intéressant de voir comment les Allemands et les Japonais tendaient, relativement parlant, davantage vers l'ancien. Les Britanniques privilégiaient d'abord le blindage, puis la vitesse et enfin la puissance de feu, à l'inverse de l'idée britannique de vitesse et puissance maximale avant le blindage. Même s'il a fallu pas mal de temps pour qu'ils abandonnent l'idée d'un croiseur de bataille armé de canons de 18 pouces, et voilà, c'est bien tout le monde qui a effectivement construit des croiseurs de bataille de façon définitive. Nous mentionnerons donc brièvement que, évidemment, les 1047 conçus pour les Pays-Bas auraient été considérés comme des croiseurs de bataille en raison de leur blindage relativement léger et de leur grande vitesse. Les Italiens ont envisagé des croiseurs de bataille dans les années 1910-1920, mais n'ont pas poursuivi. Il ne nous reste donc que deux nations, les États-Unis et la France. Les États-Unis sont peut-être le cas le plus simple. Ils ont conçu et construit les Lexington après une longue histoire de réflexion sur des projets de croiseurs de bataille, mais sans jamais réussir à convaincre le Congrès de débloquer les fonds nécessaires. Et les Lexington sont un cas plutôt intéressant parce que si les Japonais, avec les Amagi, avaient tout misé d'abord sur la puissance de feu, puis la vitesse, puis la protection, les Lexington, eux, c'était d'abord la vitesse, ensuite la puissance de feu, puis la protection. Et la protection arrivait bien loin derrière. Elles étaient conçues pour être les plus rapides de tous les croiseurs de bataille. Initialement 35 nœuds, bien que cela ait ensuite été réduit à 33 armées de 8 canons de 16 pouces, finalement ils ont commencé avec un armement de 14 pouces, mais avec seulement 7 pouces de blindage de ceinture, ils étaient en réalité moins bien protégés que n'importe quel autre modèle de croiseur de bataille, à l'exception des Invincibles et des Indefatigables d'origine, qui au moment où les Lexington ont été mis en chantier étaient des modèles vieux de presque 15 ans. Maintenant, la plupart de cette protection avait été sacrifiée en vain dans des tentatives d'atteindre 35 nœuds. Finalement, le blindage est devenu structurel car la coque était assez légère. Mais bien que ceux-ci aient été désignés comme croiseurs-éclaireurs par la marine américaine et que certaines personnes aient essayé de se cacher derrière cela et de prétendre qu'ils n'étaient pas des croiseurs de bataille, eh bien, quel était leur rôle? C'était de repérer l'ennemi, de percer les croiseurs de bataille ennemis et d'offrir à la flotte américaine un avantage de reconnaissance au niveau de l'écran de flotte. Ce qui est à peu près le seul élément de la mission sur lequel tout le monde était d'accord qu'un croiseur de bataille pouvait faire, ferait et devrait faire. Les Britanniques combattaient les raiders de commerce, contrairement à l'Allemagne et au Japon. Les Allemands devaient placer leurs navires dans la ligne de bataille, ce que les Britanniques n'appliquaient pas. Les Japonais, en quelque sorte, le faisaient. Tous étaient d'accord, Allemands, Japonais ou Britanniques, pour que les croiseurs de bataille gardent l'avantage de reconnaissance en perçant les lignes ennemies. Des croiseurs de bataille contre des croiseurs, laissant les vôtres agir, c'est exactement pour cela que les Lexington ont été conçus. Les Lexington sont donc clairement des croiseurs de bataille. Eh bien, si vous ne me croyez pas, regardez simplement comment les États-Unis les appelaient en pratique. Oui, il y avait la désignation de croiseur-éclaireur en termes de numéro de coque. Mais si je regarde ici ce petit document merveilleux que j'ai, qui vient du Bureau d'impression du gouvernement de Washington, département de la Marine, Bureau de la construction et des réparations, 1919, et c'est le livre qui serait envoyé au chantier naval. Il est écrit « Spécifications détaillées confidentielles pour la construction de croiseurs de bataille ». Notez bien, pas des croiseurs éclaireurs, des croiseurs de bataille. Numéro 1, Lexington, 2 Constellation, 3 Saratoga, 4 Ranger, 5 Constitution et 6 United States pour la Marine des États-Unis avec les spécifications d'installation et d'équipement d'artillerie. Dans cette publication remarquable, ils sont simplement appelés croiseurs de bataille. Les Lexington sont donc bien des croiseurs de bataille. C'est simplement une interprétation très extrême de ce rôle. Et en effet, même la marine américaine semblait le reconnaître.
parce que leurs instructions, s'ils rencontraient un navire très lourdement armé, étaient d'essayer d'utiliser leur vitesse pour s'en éloigner, pas de battre complètement en retraite, mais de s'éloigner suffisamment pour utiliser ce que la marine américaine considérait à l'époque comme son atout majeur, des tirs d'artillerie à très longue portée, c'est-à-dire à plus de 25 milliards, voire même plus de 30 milliards, ce qui, selon eux, devrait fonctionner avec des tirs plongeants. Ils pensaient aussi que personne d'autre ne pourrait le faire. Et pour être honnête, à 25 000 ou 30 milliards, ce blindage de ceinture de 7 pouces aurait pu offrir un minimum de protection, si ce n'était pas pour le fait qu'en réalité, il s'est avéré qu'on ne pouvait même pas toucher la façade d'une grange à cette distance avec l'artillerie du début des années 1920. Nous parlerons bientôt de la France. Mais cela met en évidence, espérons-le, le fait que même si vous avez des croiseurs de bataille, différentes nations ont des idées légèrement différentes sur la façon dont ils devraient être utilisés et donc sur ce qu'ils sont. Et cela peut alors entraîner certains éléments de confusion à l'avenir. Parce que si l'on revient à la question de cette vidéo, qu'est-ce qu'un croiseur de bataille? La seule chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est son rôle d'éclaireur pour submerger et se défendre contre les croiseurs ennemis. Tout le reste varie d'une marine à l'autre, mais cela a conduit à la mise en place de quelques règles empiriques intéressantes. Par exemple, au Royaume-Uni, quelqu'un a un jour décidé qu'un croiseur de bataille, en résumé, était tout navire lourdement armé qui dépassait les 25 nœuds, ce qui a mené à des idées très intéressantes, comme lorsque le King George VS est apparu dans les années 1930, ils étaient initialement appelés croiseurs de bataille. Et lorsque le HMS Vanguard a été conçu, il était désigné comme un croiseur de bataille entièrement blindé. Peu importe le fait que littéralement tout le monde de nos jours, et pratiquement tout le monde à l'époque, les appelait des cuirassés ou des cuirassés rapides. Mais l'une des règles générales les plus courantes, et pour être honnête, les plus utiles lorsqu'il s'agit de déterminer ce qu'est un croiseur de bataille. Par rapport aux cuirassés de leur époque, idéalement contemporains dans leur propre marine, c'est simplement qu'ils sont plus rapides, avec un peu moins de protection et un peu moins de puissance de feu. Cela peut être soit en ayant moins de canons, soit des canons légèrement plus petits. Et dans l'ensemble, ces comparaisons ont tendance à rester vraies. Les croiseurs de bataille britanniques, par exemple, si vous regardez les Invincibles et les Indefatigables, avaient moins de blindage et moins de canons de la même taille que les cuirassés contemporains. De même, les croiseurs de bataille de 13,5 pouces étaient plus rapides, avec moins de blindage et moins de canons du même calibre que les dreadnoughts britanniques de 13,5 pouces. Renown et Repulse avaient également moins de canons du même calibre que les Dix Revengers de la classe Queen Elizabeth, tout en étant plus rapides avec moins de blindage. Même les G3 correspondent à cela, car bien qu'il s'agisse de navires très performants, ils restent plus rapides, avec un peu moins de blindage que les N3, et ils ont aussi moins de puissance de feu, bien qu'ils aient le même nombre de canons. 9, ils ont des canons plus petits, de 16 pouces contre 18 pouces sur les N3. Hood est l'anomalie, mais on pourrait dire que c'est parce que Hood a été construit plusieurs années après les Queen Elizabeth et les Revenge. Bien que Hood ait la même protection, le même armement et soit plus rapide, on pourrait avancer cet argument, surtout en examinant les notes de la Royal Navy sur les cuirassés qu'ils prévoyaient de construire pendant la Première Guerre mondiale, si cela avait été possible. Comparé à ces cuirassés théoriques, Hood avait moins de puissance de feu, potentiellement moins de blindage aussi, tout en étant plus rapide. Voilà pour ce qui est du côté britannique. Les Lexington, comparés au South Dakota, avaient évidemment moins de canons du même calibre, 8 canons de 16 pouces contre 12, avec moins de blindage, mais étaient plus rapides. Les Congo, comparés aux Fuso et aux Zees, avaient encore une fois le même calibre de canon, mais en moins grand nombre, 8 contre 12, moins de blindage, mais étaient plus rapides. Les Amagi, comparés aux Tosa, sont ceux qui rompent le plus avec le moule, car ils ont le même nombre de canons. Ils ont 10 canons de 406 mm comme les Tosa, mais ils sont toujours plus rapides et avec moins de blindage. Et la même chose peut être appliquée pour le Von der Tann, pour les Moltke, pour le Seydlitz et les Derflinger, et ainsi de suite, et pour tous les navires allemands. Mais cela nous laisse avec 3 navires plutôt intéressants, tous des années 1930 et 1940, qui sont généralement le sujet de grands débats lorsqu'il s'agit de les qualifier de croiseurs de bataille.
Le plus souvent mentionné est le Scharnhorst. Et une partie du problème avec le Scharnhorst, c'est qu'il n'existe pas de cuirassé allemand équivalent direct avec lequel le comparer. Oui, il y a les Bismarck, mais les Bismarck sont construits un peu plus tard, alors que normalement on compare des navires de la même époque en termes d'années de construction. Mais si on compare le Scharnhorst avec d'autres cuirassés présents à la même époque, le Scharnhorst est clairement plus rapide, et même comparé à la plupart des cuirassés rapides, il est plus rapide. Mais en ce qui concerne le blindage, c'est intéressant. Encore une fois, selon les sources que vous consultez sur le blindage exact du Scharnhorst, il peut y avoir de légères différences. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la valeur exacte que vous attribuez au blindage du Scharnhorst, son schéma de blindage est globalement contemporain des cuirassés existants à l'époque. Certes, les cuirassés rapides de nouvelle génération construits au milieu des années 1930 sont généralement un peu mieux protégés qu'elles, soit en ayant un blindage massivement épais, comme le King George V, soit en ayant des épaisseurs de blindage similaires mais inclinées, comme les cuirassés rapides américains, mais elle offre tout de même une bonne protection et possède aussi des canons de 280 mm. Elle a donc un nombre de canons similaire à celui des cuirassés contemporains, aussi bien avant qu'après elle, mais ils sont nettement plus petits, de 280 mm au lieu de 356 mm, 381 mm ou 406 mm. Mais l'une des choses qui est généralement passée sous silence ou non dite avec cette règle empirique des croiseurs de bataille, c'est qu'en raison du besoin de vitesse et de l'armement lourd, les croiseurs de bataille sont généralement physiquement plus grands que les cuirassés contemporains, au moins en termes de déplacement et de longueur. Scharnhorst ne l'est pas. Scharnhorst est quelque peu plus petit. Même si on peut dire que les Scharnhorst sont en partie des croiseurs de bataille, les Britanniques les ont d'ailleurs ainsi classés un temps. Il est également juste de dire que l'on peut considérer le Scharnhorst comme un cuirassé petit et rapide, avec un peu plus de vitesse et un peu moins d'armement, mais dont le blindage reste globalement compétitif. Sauf si vous croisez le duc d'York, mais c'est une autre histoire. Ensuite, nous avons la classe Dunkerque française. Maintenant, les débats à ce sujet font rage dans tous les sens. Certains disent que les Dunkerque sont entièrement des cuirassés rapides, d'autres disent qu'il s'agit entièrement de croiseurs de bataille, et d'autres encore coupent la poire en deux. J'ai tendance à faire partie de ceux qui coupent la poire en deux, même si j'admets que la distinction est vraiment très subtile. Donc, honnêtement, ça ne me dérange pas vraiment que vous les appeliez tous les deux croiseurs de bataille, tous les deux cuirassés, ou que vous soyez d'accord avec moi, parce qu'il y a des arguments assez solides pour chacune de ces options. Mon argument tourne généralement autour du fait qu'avec leurs canons de 13 pouces, même s'ils ont une puissance de feu assez correcte, les Dunkerque n'ont tout simplement pas le même niveau de puissance de feu que les cuirassés contemporains ou ceux qui leur ont immédiatement succédé. Quand tout le monde dispose d'une douzaine de canons de 14 pouces, ou de 8 à 15 pouces, ou de 8 à 16 pouces, ou de 9 à 16 pouces, 8 canons de 13 pouces, même s'ils sont un peu plus puissants que leur calibre ne le laisse penser, je pense que cela reste un armement inférieur en termes de calibre et de taille, même si 8 canons c'est assez courant à cette époque. En ce qui concerne la vitesse, ils sont un peu plus rapides que pratiquement tous les navires capitaux contemporains, ou du moins les cuirassés contemporains, à l'exception des croiseurs de bataille. Et en ce qui concerne le blindage, c'est là que ça se joue pour moi. Dunkerque, qui a été conçu principalement en réponse au Deutschland, possède un blindage relativement mince. Ce n'est certainement pas le genre de blindage que vous voudriez avoir dans un combat contre un adversaire équipé de canons de 356, 381 ou 406 mm. Et cela, à mon avis, la place vraiment dans la catégorie des croiseurs de bataille, alors que Strasbourg, ayant été légèrement remanié après l'annonce du Scharnhorst, possède un blindage un peu plus épais, ce qui, au moins à distance, lui donne un minimum de protection contre les navires capitaux. Une puissance de feu de calibre naval qui, à ce stade, tout comme Scharnhorst, me pousserait à la classer dans la catégorie des petits cuirassés rapides. Mais ce n'est que mon point de vue. Et bien sûr, il y a l'autre exemple qui agace si l'on défend ce point de vue, les Iowa, car tout le monde sait que ce sont des cuirassés rapides, comme les États-Unis les considéraient. Sauf que si vous appliquez la règle générale, les Iowa sont censés être les successeurs des South Dakota, mais ils sont aussi à peu près contemporains des Montana. Et quand vous les comparez aux Montana, eh bien les Montana ont les mêmes canons, des canons de 406 mm de 50 calibres, mais ils en ont plus,
12 contre 9. Les Iowa sont plus rapides et moins bien protégés que les Montana, ce qui, théoriquement, les place clairement dans la catégorie des croiseurs de bataille par rapport aux cuirassés contemporains de leur propre marine. Et bien sûr, il y a aussi le fait que, dans une certaine mesure, ils ont été conçus en pensant au Congo. Mais il y a quelques arguments assez simples à avancer contre cela. Premièrement, il y a bien sûr le fait que les Montana sont énormément plus grands que les Iowa, alors que, comme nous l'avons déjà établi, normalement le croiseur de bataille est le plus grand des deux entre le cuirassé et le croiseur de bataille à cause de ce besoin de vitesse. Et étant donné qu'à des vitesses typiques de cuirassé rapide, avec un bon niveau de protection, il est difficile de voir comment ils auraient pu mettre tout cela sur 45 000 tonnes et augmenter l'armement bien au-delà de 9 canons de 406 mm de 50 calibres. S'il y avait un cuirassé rapide de 65 000 ou 70 000 tonnes avec 9 canons de 406 mm comme l'Iowa, c'est-à-dire un Iowa boosté, on pourrait dire que c'est un croiseur de bataille face au Montana. Mais comme ce n'est pas le cas, et en plus en termes très simples, le cahier des charges de l'Iowa était essentiellement celui du South Dakota, qui est sans aucun doute un cuirassé, mais plus rapide. Ils l'ont ensuite équipé de canons plus puissants, car on se demandait pourquoi payer 10 000 tonnes juste pour gagner quelques nœuds. Oui, les Iowa sont en réalité des cuirassés, même si selon certains critères, ils pourraient sembler correspondre au rôle de croiseurs de bataille. Comme je l'ai dit il y a quelque temps, lorsque je parlais des Alaska, si vous vouliez avoir un véritable croiseur de bataille équivalent au South Dakota, alors, si on suivait la règle générale, il serait plus rapide. D'accord, oui, l'IRA est plus rapide, mais ils auraient un peu moins de protection. Donc, pas un blindage incliné de 12 pouces, peut-être un blindage incliné de 10 ou 11 pouces, et ils auraient soit des canons plus petits, ce qui est peu probable, étant donné que les États-Unis misaient vraiment sur leurs canons de 16 pouces à l'époque, soit ils auraient moins de canons. Donc presque un style de type Renown. 6 canons de 16 pouces peut être de calibre, 50 peut être de calibre, 45 dans 3 tourelles doubles avec un blindage incliné de 9 ou 10 pouces, peut-être un peu plus, et 33 à 34 nœuds, et peut-être un déplacement de 42 000, 43 000 tonnes. Ce serait plutôt ce qu'un croiseur de bataille américain équivalent au South Dakota serait. Ce que les Iowa sont définitivement, cependant, c'est une petite aberration dans la philosophie de conception des cuirassés américains. Parce que, encore une fois, comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, les cuirassés américains, à l'exception des Iowa, ont historiquement tendance à privilégier la protection et la puissance de feu plutôt que la vitesse, alors que les Iowa privilégient clairement la vitesse avant presque tout le reste, même s'ils restent performants en protection et puissance de feu. Voici donc près d'une heure de réflexion sur la définition d'un croiseur de bataille. J'espère que cela vous a été utile. Et si vous avez d'autres commentaires à faire, n'hésitez évidemment pas à poursuivre la discussion dans les commentaires ci-dessous. Au revoir pour l'instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de navires à examiner, dites-le nous en commentaire. Commentez la publication épinglée pour vos questions sur la cale sèche.